Bat, ça a été écrit, il faisait pas beau du tout. On était, mon épouse et moi, au Lavandou. On était au mois de février et j'ai commencé à écrire Bat. J'ai écrit Bat avec une technique que j'avais à l'époque, qui était les monologues intérieurs, qu'on peut voir à l'œuvre dans le dernier contingent. Il y a eu 12 versions de Bat. Jusqu'au moment, et c'était toujours un monologue intérieur, jusqu'au moment où, en relisant sur l'ordinateur, que je déteste, parce que j'écris toujours, j'écris à la main, j'ai tendance à mettre des majuscules, vous savez, comme en allemand, pour les substantifs, etc. Et j'avais mis des majuscules à maman. Et comme par ailleurs au théâtre j'avais utilisé aussi des personnages, je me suis dit tiens, mais pourquoi ça insiste comme ça? Du coup, j'ai pas choisi. J'ai lu ce que je faisais. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je me dis mais maman, si j'écris papa, ça devient des personnages, des noms propres. Et comme j'avais commencé, qui est toujours en cours, un récit qui s'appelle Hold Up, dans lequel les noms des personnages sont déterminés par leur fonction, il y a par exemple caissier et non pas un nom, il y a directeur et non pas un nom, il y a garde et non pas un nom, eh bien je suis reparti de là, j'ai tout réécrit, en ayant comme règle maman, papa, mais qui parle? Eh bien j'en savais rien. Et c'est ce style indirect que Libération a nommé libre, mais qui n'est pas libre. Parce que le style indirect, c'est il dit que. C'est-à-dire qu'on entend bien le narrateur. Là, on ne sait pas où il est. Enfin, le style indirect, mais le style indirect libre est un peu plus libre, mais celui-là, il est tellement libre qu'on ne sait plus qui parle. Voilà. Non asservi, je l'appelle. Voilà. Ce qui fait qu'on peut dire hein, que le narrateur fait partie de la famille. Il est comme une sorte de fantôme, mais il ne sait jamais, on ne sait pas. Et ça c'est vraiment intéressant parce que finalement qui pense ça? C'est-à-dire que les enfants sont quand même empreints de ce qu'on leur dit, et battent très fortement empreints de ce qu'on lui a dit, puisqu'il y a ce handicap. Et donc étant empreint, on ne sait plus, je vais vous donner, j'aime bien lire les incipits, ça va vous donner une idée. Et là on est avec le père. À peine fini de déjeuner, le père va dans la chambre du fils. Donc je vous rappelle que le père est revenu 4 ans après, être parti. Mais on ne le sait pas. Là on ne le sait pas, c'est l'incipit, on ne sait rien. À peine fini de déjeuner, le père va dans la chambre du fils. Il laisse la porte ouverte, s'allonge sur le lit, puis les paumes de ses mains sous la nuque, il ferme les paupières. Debout sur le seuil de la chambre, le fils observe le père en silence jusqu'à ce qu'il s'endorme. Alors il va s'asseoir en silence dans le vieux fauteuil club du salon. C'est tous les après-midi comme ça. Dormir, on dirait qu'il n'a que ça à faire, le père. Après manger, il dit pas merci. Il se lève de table, il débarrasse pas, il entre dans la chambre, il baisse le rideau, il se couche, il s'endort et il ronfle. S'en fait pas la vie, lui. Pas une semaine qu'il a posé ses affaires, il fait tout comme chez lui. Au moins 4 ans, il est parti. De l'automne d'avant qu'il parte à l'hiver de maintenant, ça doit faire 4 ans. Mais peut-être que ça fait plus. Pour Bat, décompter les jours, les semaines ou les mois, c'est toujours une sale affaire. Donc vous voyez, quand on dit il débarrasse pas, il entre dans la chambre, il se couche, enfin surtout, il débarrasse pas, c'est déjà une critique sous-jacente, quoi. Et donc forcément, une critique sous-jacente, c'est un fait, mais en même temps, il y a une critique sous-jacente qui fait que sans doute on a dû se plaindre que le père ne débarrassait pas. C'est comme ça qu'on entre. Et évidemment, quand il est dit « s'en fait pas la vie, lui », il s'en fait pas, lui. Mais est-ce que c'est Bat qui pense ça? Est-ce que c'est la mère qui a dit « bon, il s'en fait pas ». Bon, on est avec ce petit flottement qui est maintenu dans l'ensemble du livre et qui va être de plus en plus prégnant dans la mesure où il y a quelques mystères à découvrir
sur cette famille, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'inverser, il y a des choses que l'on imagine immédiatement parce qu'elles nous sont dites par ce qui semble être Bath, et puis il y a des choses qui finalement, des lignes qui vont bouger, un peu comme on analyse, hein, peut-être que les choses sont dites et ça ne recèle pas tout à fait ce qu'on imagine au moment où on le dit. Et là, ça bouge, et ce style permet de faire énormément bouger. Vraiment, elle n'allait pas bien. En plus, elle lui parlait comme d'avant, quand il était petit, ça c'était très inquiétant. Elle a repris du sopalin, Bath a guetté sans bouger, et sitôt la mouchade, il a voulu renverser la situation. Tu veux que je te fasse de la citronnade ? La gentillesse du fils a fait chialer la mère, Niagara. Bath s'est demandé ce qu'il avait dit qui n'allait pas. D'habitude, la citronnade, ça passait bien, et puis il s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne saison. La citronnade, c'était pour l'été. Il n'avait pas fait attention, et maman n'aimait pas qu'il perde son attention à tort et à travers. Ça préoccupait beaucoup maman. Elle pleurait souvent à cause de ça. Confondre l'automne avec l'été, grosse erreur. J'aimerais qu'on parle, si vous voulez bien, si ça vous va, un peu de ce personnage et de sa façon de penser la vie, les choses, et d'aborder. On n'est pas. C'est celle-ci que vous voulez? Non, je cherchais quand sa mère lui explique que ce n'est pas les bons tiroirs. Mais il sait qu'il met dans les tiroirs, mais c'est le problème de l'étiquette du tiroir. Il sait que c'est dans un tiroir, et les étiquettes ne sont pas ajustées au tiroir. Alors, du point de vue comme ça, on peut dire c'est dissociatif, etc., mais on s'en fout, quoi. Ce qui est important, c'est qu'il y a des êtres qui sont comme ça. Ils savent qu'ils se souviennent, mais ils savent qu'ils ne se souviennent pas. Les personnes sont devant le miroir et ils disent une phrase qui a fait que j'ai écrit un article il y a très longtemps là-dessus. Ils disent « Je ne sais pas qui je suis ». Et c'est ce jeu qui parle qui fonctionne chez Bath. C'est-à-dire qu'il y a quand même un jeu qui se souvient du jeu, mais d'un autre jeu. Et là, Bath sait qu'il y a quelque chose qui est engrangé, il sait que c'est dans un tiroir, mais il a perdu le code. Ce qu'il va dire à sa mère après, c'est comme les codes postaux. Et maman, c'est une spécialiste des codes postaux, parce qu'elle travaille à la poste. À un moment, elle sait qu'il y a des codes postaux et des erreurs de courrier, ça peut arriver. Et je sais que c'est dans une enveloppe, maman, pourrait-il dire, mais j'ai pas le code postal. Alors lui, il se demande si les chaussures qu'a le père, est-ce qu'il avait, parce qu'il a un problème avec les chaussures, quand pour faire des économies, il les pousse jusqu'au bout, et jusqu'à ce que l'orteil bute sur le bout de chaussure, et là il ouvre la chaussure avec un rasoir ou un couteau pour que l'orteil dépasse, faire des économies. Mais il voulait quand même savoir si ça existait bien des paramoutes. Alors les paramoutes, c'est une ancienne marque, maintenant c'est les paraboutes. Mais les paramoutes, il n'a pas de moyens pour se souvenir. Donc sa mère l'aide à chaque fois à fabriquer des chaînes d'association. Chaque fois la question, chaque fois la réponse, c'est automatique. Elle est bien patiente, maman. Parce que des jours après les questions Bath, ne sait plus si ça existe encore ces chaussures. Comme quoi, c'est pas une si grosse mémoire qu'il a. Il n'oublie pas qu'il connaît, mais il ne retrouve pas ce qu'il connaît alors qu'il sait qu'il le connaît. Bon. Et alors, la mère lui dit, écoute Victor, c'est ta forme de mémoire, avait dit maman. C'est comme si tu n'indexais pas certaines choses. Je ne vois pas ce que l'index vient faire avec mes chaussures, avait dit Bath. Elle avait rigolé, puis plus du tout. Ne me regarde pas comme ça, Victor. L'index dont je te parle n'est pas un doigt. C'est un mot qu'on utilise aussi pour, comme qui dirait, une étiquette, voilà. Bon, les étiquettes, il avait compris, mais elle avait continué, plus compliqué. C'est comme si dans ta tête, tu avais un tiroir où tu mets ce que tu connais et un autre tiroir pour le nom de ce que tu sais que tu connais. C'est pour ce deuxième tiroir que tu as une grosse mémoire, mais pas trop pour le premier, voilà. Ah, comme ça c'est plus clair, avait dit Bath. Et pour vérifier la comprenette, à son tour, il avait déclaré, c'est comme pour les colis. J'ai plein de colis bien triés, mais j'ai perdu les codes postaux. Maman avait encore souri. Il aime la faire sourire, rire encore plus. Comme ça, il a l'impression qu'elle l'aime. Ça aussi, c'est la nature des humains.
Voilà. Alors, il revient très souvent sur cette histoire de nature des humains, c'est-à-dire quand il constate quelque chose qui est réitéré, il dit ça c'est la nature des humains. Alors, Aimé lui fait faire une belle crise quand sa sœur lui dit qu'elle l'aime. Il fait une crise épouvantable. Ouais. La petite sœur. Mais il ne fait pas une crise contre sa sœur. Il ne fait pas du tout une crise contre sa sœur, ça lui est absolument insupportable. C'est ce qui va mener aussi à un dénouement, d'une certaine façon, cette histoire de crise, ça va lui permettre, on ne le dira pas. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette petite sœur, parce que la petite sœur, elle est, dans le dernier contingent, j'avais déjà remarqué qu'il y avait une petite sœur absolument délicieuse qui s'appelle Cécile, dans le dernier contingent. Et il y a des rôles de petite sœur, là il y a une petite sœur qui s'appelle Lorraine, et elle est magnifique, enfin j'imagine que chez vous ça doit renvoyer quand même à quelque chose, quand même. Et celle-ci est celle qui est très astucieuse, qui est maligne, et lui constate, il dit à chaque fois Lorraine elle est intelligente, elle est maligne, elle retient tout, et puis elle a le mot juste, à chaque fois elle appuie sur pas ce qui fait mal parce que elle n'est pas du tout perfide, mais sur ce qui est vrai. Voilà, elle appuie sur ce qui est vrai. Donc ça fait mal. Et oui, ça peut faire mal, mais c'est vrai. Donc ça a le mérite, mais c'est pas non plus quelque chose de perfide, elle est malicieuse. Ah non, c'est par pure oblativité. Et il y a une expression qui est très jolie à chaque fois avec Lorraine, il est dit qu'elle a le sourire canard. Ouais. Enfin le rire canard, c'est-à-dire qu'elle se marre comme un canard. Bon voilà, la petite Lorraine. La petite Lorraine, voilà, l'intelligence. Mais ça se paye, l'intelligence. Parce que plus vous êtes intelligent, plus vous souffrez. À un moment donné. Tout le temps. Parce que là, Lorraine, elle n'est pas en souffrance. Mais non, parce que tant qu'elle soigne son frère, elle ne souffre pas. Vous savez, comme disait l'abbé Pierre, faites du bien, ça vous rendra bon. C'est un peu la même chose. Je reste à la périphérie, mais j'analyse un peu le titre. Bat le veilleur. C'est assez amusant parce que c'est quand même fait d'un surnom, Bat, à cause du baseball, c'est-à-dire lui joue à la batte. À la tech. Ouais, à la tech. Il joue à la tech. Et donc lui, il est doué. Alors il n'est pas doué avec son corps, mais il est très doué pour ce sport-là. Et puis on a l'épithète homérique, hein, comme vous situez ça dans les grands romans, une forme de mythologie. Parce que c'est un veilleur, c'est Bat le veilleur, et puis que vous disiez que vous alliez employer des qualificatifs pour nommer les gens, enfin des qualités qui sont les leurs, et en l'occurrence, il est un veilleur, c'est-à-dire qu'il est chargé un peu du temps. Il a une fonction, c'est de réveiller son père, et moi j'en dirai pas plus, sauf si vous voulez parler un peu de cette histoire de temps, parce qu'elle est quand même réitérée, et lui a une maîtrise du temps assez particulière. Il est maître des horloges d'une certaine façon et ça participe quand vous lirez ce roman, du renversement, c'est-à-dire de ce truc qui s'est mis en tête qu'il est censé réveiller son père. Il est censé réveiller son père, il n'est que censé réveiller son père. Non, Enfin, son père lui a quand même demandé de le réveiller, mais est-ce qu'il lui a demandé de le réveiller éternellement? Eh bien oui, non, ce que je voulais dire, c'était imaginez que vous avez peut-être quand vous étiez petit ou grand, ou des petits grands ou des grands petits, car nous ne laissons jamais tout derrière nous pour la bonne raison qu'il suffit de nous retourner pour regarder encore devant. Vous avez peut-être eu des objets que vous conservez toute votre vie. C'est pas nécessairement, ça n'est pas nécessairement techniquement, cliniquement des objets fétiches. Mais ce sont des objets que vous conservez. Alors, il y en a d'autres qui ne conservent pas, il y en a d'autres qui, surtout, ne pas avoir d'objet. Bat, un beau jour, son père lui dit, tu me réveilles à 3 heures. Et sa mère essaye. Hein, de dire, non, quand même, il ne va pas faire ça tous les jours, etc. Et qui est-ce qui va m'enveiller, je ne supporte pas le réveil, etc. Donc, le gosse, il a droit de s'asseoir dans le fauteuil du père. Un fauteuil club.
C'est ce qui pèle à force. Donc il est assis dans le fauteuil du père et il guette le café du père. Parce qu'à 15h, il doit faire le café du père. Parce que le père va partir. Donc il lui fait le café. Voilà. On n'est pas obligé de prendre ça comme un asservissement. On peut très bien prendre ça comme une sorte de bien-être, après tout, quotidien. Je fais le café de papa. Seulement, le problème, c'est que le père est plus là. Et il fait quoi? Alors, il y a le fauteuil qui est là. Et le fauteuil qui est vide. Le fauteuil qui avait désigné la mère dont a parlé Frédéric. Et quand le père revient, si vous voulez retrouver le bon temps, qu'est-ce que vous faites? Et vous allez reprendre des comportements anciens sans même vous en rendre compte. Et puis un beau jour, vous direz, pourtant j'ai fait des efforts, mais ça ne marche pas. Ça, c'est parce que vous n'avez pas été assez intelligent. Ça arrive de ne pas être assez intelligent, surtout en matière d'affect. Voilà, ça ne marche pas. Et lui, c'est le seul truc qu'il a. Parce que ça, il sait où est le tiroir. Donc, il a une continuité d'être qui est là, comme ça, qui le tire. Vous voyez qu'il est là, c'est 15h avec le fauteuil. Bon, ben voilà. Et en fait, vous avez tout à fait rappelé que mais le père, il n'y a plus rien demandé pour le café. Mais il continue. C'est triste, hein? C'est même poignant. Oui, et puis c'est l'objet d'un malentendu. Ah oui, il est l'objet d'une souffrance, la cause d'une souffrance. Et c'est Lorraine qui va le tirer d'affaire. Mais ça fait longtemps qu'il ne te l'a plus demandé. Avec Lorraine, il supporte la vérité. Deux choses, il y a quelque chose qui m'intéresse par rapport à l'opinion, mais c'est un peu personnel ce qui m'intéresse, donc ça c'est le passage. Le gamin n'aimait pas qu'on se dispute à cause de lui, quoiqu'il ne détermina jamais avec assurance s'il était en cause ou bien si les parents s'engueulaient à propos de tout et n'importe quoi. Mais comme pour lui il s'agissait forcément de sa propre faute, il pensait donc être la cause de la dispute. Il le jugeait ainsi, il y tenait presque. Cette opinion le maintenait au centre des événements et nourrissait le sentiment de ne pas être n'importe qui. De cela, il n'avait pas conscience car il lui eût fallu penser. Or, Bat s'arrêtait juste avant de penser, c'est-à-dire juste après l'opinion, un vaste terrain vague, en friche, partagé par la très grande majorité des gens. La charge de l'émotion lui suffisait, qui accompagnait la discussion de parents ennuyeux au possible. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est cette histoire, avoir une opinion, mais ne pas penser, et peut-être même une charge d'émotion qui suffit et qui empêche de penser, quoi, cette histoire. Qui suffit. On se contente de ça. Ouais. Il y a longtemps, il y avait un journal qui s'appelait Charlie Hebdo. Et ce journal qui s'appelait Charlie Hebdo a cessé d'exister. Puis il y a eu un nom d'un journal qui s'appelait Charlie Hebdo. Le premier s'appelait Charlie Hebdo. Il a cessé d'exister. Le deuxième s'appelait Charlie Hebdo. Il existe toujours. Est-ce que c'est la même chose? Non. Dans le premier, mais ce n'est pas du nom de la rose dont je parle, hein. Le premier, Charlie Hebdo, c'était un journal qui était un journal d'humeur, avec ses aléas dans la journée. Appuyez-vous sur l'humeur, c'est plutôt bancal. Un journal d'opinion, c'est-à-dire qu'il émettait des opinions, par exemple Delfeldeton, qui avait une rubrique de cinéma, il mettait un titre de cinéma, puis il mettait merdique. À chier. Bouf. À chier. Etc. Puis de temps en temps, il balançait des trucs, parce que Delfeldeton, la culture qu'il avait, voilà. Eh bien, c'était de l'opinion, ou est-ce que c'était « je refuse de faire de la glose ». Ça, c'est une première réponse. C'est-à-dire que disant c'est nul à chier ou je ne sais quoi, enfin il pense. Il pense, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Là, il clôture. Entre eux, d'une certaine... Non, il clôture. C'est-à-dire, il clôture au sens définition du terme, c'est-à-dire il a fait un choix, il n'y retombe pas. Bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est que penser? C'est que on a affaire à un gamin qui ressent, qui éprouve, on va l'appeler comme ça si vous voulez bien,
Mais ce que vous éprouvez, ça devient une perception. Mais si vous ne la nommez pas, cette perception, elle vous sert à quoi? C'est là que l'opinion commence. Ça me fait chier. Il m'emmerde celui-là. Je ne peux pas le saquer celui-là. C'est physique. Je ne sais pas si c'est physique. Ah oui, mais quoi? Je ne sais pas. Je veux pas. C'est là que ça commence la pensée. C'est pas ah je peux pas le supporter, c'est physique. C'est ah bon, c'est quoi physique? C'est là que ça s'arrête. Donc il y a une sorte de triade comme ça qu'on peut regrouper par commodité, si vous voulez bien. Je dis bien par commodité. Hein. Les mots, ça fait des clôtures avec d'autres choses. Par commodité, entre éprouver, percevoir et connaître. Quand vous commencez à penser, vous pensez avec l'angoisse. Sinon, vous ne pensez pas. Donc, Bat est à cet endroit si particulier où il dit « Ouais, je suis au centre, mais il ne peut pas arriver à penser. » Qu'est-ce que c'est qu'un enfant ou un adulte qui pense « C'est à cause de moi que, c'est à cause de moi qui s'engueule, c'est à cause de moi qui vont se séparer, c'est à cause de moi... » Ça veut dire quoi? Un enfant, il n'arrive pas à penser tout ça, hein, pas toujours. Hein. Ceux qui pensent ça, ils sont particuliers. Alors maintenant, je peux vous confier quelque chose sur l'origine de l'écriture de ça. C'est que je me suis occupé d'un type qui a massacré son père à la batte de baseball. Il y a très très longtemps. Et la nuit, il dormait. Blanc, il n'y avait plus rien. Plus de face. J'ai connu un type qui a tué ses parents. Mais je trouve que tous les deux ont bien fait. Je suis sérieux. Le second, ça lui a permis d'avoir des parents, parce que ses parents étaient des ordures. Et le premier, il a tué son père, qui était une véritable ordure. Il a tué un bourreau, et il peut dire maintenant, j'ai un père mort que je tue. Voilà. Donc vous prenez deux petits trucs, une batte, un gars qui s'appelle Bat, une maman, puis ça roule. Et un père qui est... Le père qu'il faut plaindre quand même, c'est un pauvre bougre. On laissera découvrir ça, quoi. Ouais, moi j'ai une question, ça concerne le thème de la vérité qui est revenu à plusieurs reprises dans ce que vous avez dit et dans ce que Frédéric aussi a présenté. Je me posais la question de savoir si, au départ, elle a proposé un rapport entre le handicap, qui serait comme un mode d'appréhension d'une vérité qui n'est peut-être pas d'ailleurs forcément énoncée, et qui a l'air fondamental. Vous avez évoqué le thème de la vérité avec les femmes, comme si la femme était porteuse d'une vérité dont elle ignorait elle-même qu'elle l'était. Et je voudrais savoir si c'est possible de préciser la nature de cette vérité. Est-ce que ça a à voir avec la fin de votre intervention, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne veut pas voir, quelque chose qu'on refuse de penser, par exemple des modes, des affects, comme quelque chose qui serait levé dans l'envers de la parole. J'ai tendance à penser, pour ma part, on a chacun notre, à un moment donné, notre propre théorisation, si je puis dire. C'est vrai quand il n'y a pas de reste. Il n'y a pas de reste. Voilà. C'est-à-dire on ne peut plus rien dire. C'est pas que ça coupe la parole, c'est qu'on ne peut plus rien dire. Ah, bon ça c'est presque, il y a la clôture. J'ai écrit sur commande, vous voyez, j'ai reçu un jour une aide à l'écriture pour des pièces que j'ai écrites et sur Socrate. Et j'ai fait 5 pièces sur Socrate finalement au lieu d'une. Et à travers ma documentation, et Socrate dont on ne sait rien et dont beaucoup disent qu'ils savent tout, ce qu'on peut lire en tout cas, c'est que le doute chez lui, c'est pas un doute sur la vérité, c'est un doute presque méthodique. C'est-à-dire que, alors si, alors ça, tu dis si, mais enfin bon, on peut discuter quoi. On peut discuter, mais tôt ou tard, ça accule la personne à quoi? À ses propres contradictions. Et c'est ça la vérité, quoi, à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a quelque chose qui émerge, je vais y venir. C'est d'abord une contradiction, se rendre compte que ce qu'on pense comme ça, dans la certitude, eh bien, c'est en fait que quelque chose qui n'est pas assuré. Moi, je pense que, pour ma part, conviction que les gens ont tendance à encenser le doute et à fuir la certitude.
Vous savez, c'est très à la mode de dire oui, mais il ne faut pas être sûr de soi, il ne faut pas être trop sûr, il ne faut pas être trop sûr. Moi, je pense l'inverse. Il faut être sûr jusqu'à l'erreur. Il faut être sûr jusqu'au mur. Il faut être sûr, pourquoi? Parce que la certitude fout la trouille à tout le monde. Pourquoi? Parce que la certitude est assise sur la seule certitude que nous ayons, qui est que, hormis la certitude phénoménologique, l'alternance veille-sommeil, que nous allons mourir.